Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Lundi 10h, vous commencez à être fidèles au rendez-vous. J'étais super heureux du podcast de la semaine dernière qui a fait un démarrage incroyable. Voilà, aujourd'hui il est sorti depuis le début de la semaine et on est à presque 180 écoutes. Donc je suis super content, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, que ce soit sur SoundCloud, sur Apple Podcast, et franchement je vous en remercie vraiment. Et on va passer d'ailleurs aux remerciements habituels de ce début de podcast. Donc merci à Mehdi, merci à Thierry, merci à Pauline, à Alex, à Yann, merci à Xavier, Quentin, Ludovic, Imo Zaza, Laurent, Maxime, Thibaut, Tevisan, Gérald, Flo, Damien et Philippe. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir réagi sur le podcast, donc ça me fait vraiment super plaisir. Et je voulais commencer ce podcast de cette semaine en lisant les petits messages de la semaine dernière en réaction au podcast. Donc on a Yann qui m'a écrit: merci à toi de mettre en lumière les risques d'une association SCI qui sont trop souvent minimisés. Et effectivement, oui, donc merci à toi Yann de le souligner. C'est sûr qu'on n'y pense pas assez souvent, mais en SCI, c'est pire qu'en SAS ou qu'en SARL. On engage vraiment son patrimoine perso en caution. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'était important de le ressouligner. Il y a Pauline qui me met beaucoup de bons arguments dans le podcast qui valent pour l'immobilier, mais également pour le couple. Ah, c'est sûr que le couple, c'est une association dans la vie. Et quand on rate cette association-là, en général, ça fait encore plus de dégâts que dans l'IMO, quoi. Ça fait des dégâts qui sont non seulement financiers, mais surtout émotionnels. Et c'est pas évident. Donc oui, l'association dans la vie aussi à prendre très au sérieux. Même avant celle de l'IMO, je pense. Et puis j'ai Thierry qui me vanne parce que parfois qui me remet, je retiendrai l'histoire de cette phrase magique: quand l'histoire s'arrête, elle se termine. Oui, je sais, parfois quand on parle tout seul dans sa chambre pendant trois quarts d'heure, 45 minutes, 50 minutes, effectivement on peut avoir de la langue qui fourche et commencer à raconter n'importe quoi. Mais je suis sûr que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et puis on avait un petit message de Phil que j'avais vraiment bien aimé, qui me disait: un ancien associé à moi me disait souvent que pour décider, il faut être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Eh ben, c'est pas complètement faux, hein, parfois. C'est compliqué de se décider quand on est avec des associés. Mais ce que je lui répondais, c'est que ça fait aussi la beauté d'un projet. Quand on le partage avec des associés, quand on a gagné quelque chose, quand on a une belle victoire, quand on a à célébrer, on est toujours content de le fêter à plusieurs. C'est plus sympa que tout seul. Bon, il me répondait qu'on peut aussi inviter ses potes à partager son succès, et je valide aussi. C'est une très bonne idée. Je voudrais aussi, dans ce début de podcast, traditionnellement faire un petit peu l'actu des choses qui arrivent. Il y en a pour 2-3 minutes. Si ça vous saoule, vous pouvez directement passer à 6 minutes de podcast pour le sujet du jour. Je voudrais juste vous informer pour l'apéro IMO de ce jeudi, du coup, 23 janvier. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si ça vous branche. Ça sera sûrement au Ninkasi autour de 19h à Lyon. Voilà, donc on est déjà assez nombreux, mais je pense que ça va être un super bon moment. C'est totalement gratuit, hein, il n'y a pas de problème, juste à payer votre conso. Et pour nous rencontrer, il y aura mon pote Yann de Yalfa Imo avec nous, il y aura mon associé Ben. Ça va être vraiment un super moment. Donc n'hésitez pas si ça vous dit, si vous habitez Lyon ou pas trop loin. Jeudi 23 janvier, c'est jeudi prochain. Et aussi, je voudrais refaire un petit peu de promo pour notre événement du 14 mars qui, ça me fait super plaisir, mais se remplit à vitesse grand V. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre place. On a limité à 40 places et il doit rester à peu près une quinzaine de places. Donc si ça vous branche, n'hésitez pas, ça va être une super journée, essentiellement sur l'immobilier. On va parler d'affaires de division immobilière, de marchand de biens, on va parler colocation à haut rendement, on va parler de gagner sa vie grâce à la location courte durée, on va parler d'Instagram, comment monétiser son compte Instagram si vous avez envie de vendre des choses, de faire un peu de e-commerce. On va parler mindset et on va aussi parler fiscalité. On va tous manger ensemble à midi. Ça va être une super journée. On a des places VIP un petit peu plus chères pour ceux qui ont envie de manger avec nous le soir, en comité un petit peu plus réduit. Et si vous venez avec un pote, ça laisse la place à moins de 90 euros. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que ça va être un super moment.
Et puis aussi dans l'actu, on a bientôt notre formation riche de liberté qui arrive. Alors pour ceux que l'immobilier n'intéresse pas, ça ne vous intéressera pas. Mais pour ceux que l'IMO intéresse, c'est vraiment une formation sur la fiscalité des opérations d'aménagement foncier et de marchand de biens. On a fait 6 fichiers Excel, il y a tous les fichiers pour analyser, que vous soyez en TVA totale, TVA sur marge, exonération de TVA, un mix des deux. On l'a même fait pour la résidence principale, si vous voulez faire des opérations de détachement de terrain en résidence principale. Je pense que ça va être super super intéressant. Et il y a même la grosse innovation que ça, j'ai jamais vu nulle part, c'est qu'on a fait un fichier, un petit programme pour estimer vos travaux de voirie. Si vous avez des opérations de détachement de terrain à effectuer, ou vous voulez faire un petit lotissement, ou juste une petite division foncière, on a fait tout un fichier pour vous aider à estimer les travaux, c'est très rapide, et c'est assez fiable, c'est basé sur toute notre expérience en travaux publics. Donc je pense que ça va être une super formation qui va arriver dans les prochaines semaines, je vous en parlerai. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible pour ne pas perdre tout le monde et ne pas saouler tout le monde. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Mais c'est important aussi de situer un petit peu mon actualité dans ce petit podcast. Et je vous propose tout de suite de passer au sujet du jour. Alors, un sujet qui m'a été inspiré, qui m'est venu comme ça, où je me suis dit, il faut que tu le traites parce que dans ta vie, ça a été tellement important, ça. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître et c'est bien qu'on en parle ensemble. Comme je dis chaque semaine, voilà, ces podcasts, j'ai 1, 2, 3. Comme je dis chaque semaine, ces podcasts, je les enregistre tout seul dans mon bureau. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez avec moi et qu'on en parlait ensemble. Et le sujet du jour, c'est être raisonnable. Est-ce que dans la vie, pour réussir, est-ce que dans la vie, pour accomplir ses rêves, il faut être raisonnable? Est-ce que c'est important d'être raisonnable? Vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Et on va en parler pendant un bon moment là, ensemble, et vous allez voir à quel point c'est quelque chose d'important. Si on est trop raisonnable ou pas assez raisonnable, on va voir ensemble. Moi, j'ai déjà mon avis sur la question, et justement, je voulais qu'on démarre par là. Qu'est-ce que ça signifie d'être raisonnable pour moi? Alors pour moi, quand j'entends ça, soit raisonnable, être raisonnable, je vois tout de suite de rentrer dans le rang. C'est vraiment le premier mot qui me vient, quoi. Rentrer dans le rang, abandonner ses rêves. Et pour moi, c'est mourir un peu, quoi. Quand on me dit sois raisonnable, tout de suite, pour moi, c'est très très compliqué, quoi. Quand on me dit que quelque chose n'est pas raisonnable, bah, ça me donne direct envie de le faire, quoi. En fait, j'ai une réaction vraiment épidermique à ça. C'est quand on me dit que quelque chose n'est pas raisonnable, j'ai tout de suite envie de le faire. Et ça, je pense, pourquoi ça, en tout cas, ça me vient à moi de cette façon-là, c'est parce que plus jeune, j'ai vraiment été très raisonnable, je pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'approche de la quarantaine maintenant, on est peut-être un peu plus sage et peut-être un peu moins raisonnable que quand on est jeune. Alors on va vraiment définir ensemble, justement, qu'est-ce que c'est la définition d'être raisonnable? Qu'est-ce que c'est? Donc je suis allé voir, comme d'habitude, dans le Larousse, et j'ai vu, quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui pense, agit selon la raison, le bon sens, la mesure et la réflexion. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. Et tout de suite, de prime abord, ça peut paraître plutôt sympa quand on est raisonnable, qu'on agit selon sa raison, son bon sens. On mesure, on réfléchit, c'est plutôt sensé. Ça serait plutôt sensé d'être raisonnable quand on le voit tout de suite comme ça. La deuxième ligne du Larousse, c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui se situe dans une honnête moyenne, qui est modéré mais suffisant. Alors là, tout de suite, c'est quand même beaucoup moins excitant. Se situer dans une honnête moyenne, enfin, je veux dire, quand on en parle comme ça, personne n'a envie d'être moyen, quoi. Et pourtant, la moyenne, c'est ce qui compose le plus l'être humain, en fait. La plupart des gens se contentent de quelque chose de moyen. Et si vous avez envie d'une vie quand même exceptionnelle et d'accomplir vos rêves, on voit que ça va être compliqué d'être raisonnable, puisque personne n'a envie, comme ça, spontanément, de prime abord, d'être dans une honnête moyenne, modérée mais suffisant. Ça ne fait pas rêver, quoi, tout de suite comme ça. Après, je suis allé creuser un peu plus loin, et là, j'ai trouvé des super infos sur la philosophie. Pour Aristote, en philosophie, être raisonnable, ça signifiait être vertueux. Alors, les vertus, c'est les vertus comme par exemple le courage ou la générosité. Ça, c'est des vertus. Et pour lui, être raisonnable, ça voulait dire donc être vertueux. Si vous êtes courageux, c'est que vous êtes raisonnable. Et on voit qu'il y a plusieurs échelles dans le courage. L'extrême opposé en bas du courage, c'est la couardise, quoi, la lâcheté. Et si vous poussez le curseur du courage jusqu'au bout, vous arrivez à la témérité.
Donc pour lui, être téméraire ou être couard, c'était n'être pas raisonnable, et être courageux, c'était être raisonnable, c'était être au milieu. Si on prend la générosité, par exemple, si vous êtes vraiment très 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 peu généreux, bon, tout en bas c'est l'avarice, et si vous êtes extrêmement extrêmement généreux, à ce moment-là, c'est que vous dilapidez l'argent, quoi. C'est que vous donnez n'importe comment. Et pour lui, ben, être vertueux, être raisonnable, c'était être au milieu, c'était juste être généreux, on va dire en moyenne ce qu'il faut, quoi. Alors que vous pouviez être, si vous étiez vraiment radin, ou alors à donner de l'argent n'importe comment à tout va, vous n'étiez pas raisonnable. Et donc, dans son sens, à Aristote, être raisonnable, bah, c'était être moyen aussi. Voilà. Donc, être raisonnable, c'est ce qu'il faut garder en tête. Être raisonnable, c'est être moyen. Donc, comme ça, bah, ça ne donne pas très envie d'être raisonnable, hein, en vrai. Et pourtant, on est tous raisonnables d'une certaine façon. On va avancer là-dessus. Il y a aussi, dans la définition, une opposition entre raison et passion. Ça, on le voit souvent dans les relations amoureuses, par exemple, où, si on va prendre un exemple, vous êtes au bord de la rupture dans votre couple, c'est la misère, c'est la galère, et bah, vous êtes opposé dans votre tête entre raison et passion. Soit votre raison vous dit de rester, et votre passion vous dit de partir. Il y a toujours cette opposition entre raison et passion. Donc ça, il faut bien, bien, bien l'avoir en tête. Et surtout, à l'époque, c'était la passion au sens de la souffrance. Quand on avait des passions, c'est qu'on avait des addictions, la passion du jeu, la passion de l'alcool, par exemple. Donc il y a vraiment un sens, on le voit, c'est soit on est moyen, soit on est addictif, quoi. Soit on est passionné par un truc. Et d'ailleurs, on a déjà un petit indice, hein, c'est qu'on le dit souvent, nous, notre credo, c'est l'immobilier, on est passionné d'immobilier. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, l'immobilier, j'y pense tout le temps. La nuit, je rêve de maison, je rêve d'appartement. C'est dans ma tête, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'y pense tout le temps. Je me promène dans la rue, je regarde les maisons. C'est justement une passion et c'est aussi dévorant. Il y a aussi une part d'addiction. Donc, quand on veut réussir dans quelque chose, on dit souvent qu'il faut être passionné. Et être passionné, c'est ne pas être raisonnable. Donc là, commence à avoir un petit peu des bribes d'infos pour dénouer un peu la pelote de laine, là. Mais donc, pour être passionné, eh ben, encore faut-il trouver ce qui nous plaît dans la vie. Et là, on va le voir dans la suite du podcast, c'est peut-être ce qui est vraiment le moins évident, en fait. De trouver ce qui nous plaît, il faut tester énormément, énormément, énormément. Et quand on est raisonnable, eh ben, on se contente de ce qu'on a et on ne teste pas. On commence à comprendre un peu, hein. Alors après, je me suis posé la question, c'est, faut-il être raisonnable ? Est-ce que dans la vie, il faut être raisonnable ? Il faut qu'on soit raisonnable. Ce que je pense, c'est que personne ne vous reprochera jamais d'être raisonnable. Personne ne vous le reprochera. La réponse à ça, elle peut venir que de l'intérieur, en fait, s'il faut être raisonnable ou pas. Puisque de l'extérieur, on ne vous reprochera jamais d'être trop raisonnable. On ne le reproche jamais à quelqu'un. Bon, certes, un copain peut vous reprocher d'être trop casanier, par exemple. Mais pour l'État, on ne vous reprochera jamais d'être trop raisonnable. Si vous sortez de l'école, vous prenez un crédit pour une maison, vous payez vos impôts et vous bossez pour payer les retraites 40 heures par semaine, la tête dans le guidon, l'État va jamais venir vous reprocher d'être trop raisonnable, d'être trop moyen, d'être trop soumis. Au contraire, l'État veut des gens comme ça. L'État veut pas des gens qui réfléchissent, qui avancent trop. Il y a besoin justement de gens qui restent très raisonnables. Et c'est aussi comme ça que la société, quelque part, elle tient debout, puisqu'il y a énormément de gens raisonnables. Et je pense que c'est compliqué. Est-ce qu'il faut être raisonnable ? Moi, j'ai une petite anecdote personnelle que je peux vous donner, par exemple. Quand j'étais en IUT à l'époque, donc je devais avoir 20 ans, et je rêvais d'être comédien. Mais c'était un truc de fou, je pensais à ça tout le temps. Je détestais ce que je faisais, cet IUT. Je faisais un IUT de mesure physique à l'époque, donc c'était des sciences. Pourtant, je suis un passionné de sciences. Après, j'ai continué dans des études d'ingénieur en génie physique. Donc, voilà, je sais faire décoller des fusées et je construis des maisons. Ça me fait rigoler, mais un jour, on m'a fait la réflexion. Pourquoi tu as fait des études d'ingénieur si c'est juste pour faire marchand bien et faire de l'immobilier ? Mais ça va bien au-delà, en fait. C'est parce que, bon, j'étais passionné de sciences et puis que j'avais envie de suivre cette voie à l'époque parce que c'est ce qui me parlait. Et la vie, c'est une succession de choix, de toute façon. Mais à l'époque, en tout cas, j'étais passionné de théâtre. Et je faisais du théâtre d'improvisation à côté de mes cours. Et je rêvais d'être comédien. Et je me rappelle que j'avais envie de plaquer mon IUT, j'avais envie de partir à Paris, faire le cours Florent et devenir comédien. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je suis resté raisonnable, je suis resté dans mon IUT, je l'ai terminé.
Après mon IUT, je suis allé en licence, en maîtrise. Et j'avais toujours ça en tête, cette carrière de comédien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme un leitmotiv, quoi. C'était redondant, ça revenait. Je me disais, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de gâcher ta vie. Tu devrais être à Paris, tu devrais faire des auditions, tu devrais pas être en train de faire des sciences. Et au final, après, j'ai traîné ça pendant hyper longtemps, même dans le boulot. Et un jour, en 2015, 2014, je suis revenu au théâtre. Je me suis dit, maintenant, tu peux plus, quoi. Il faut vraiment que tu fasses du théâtre, que tu fasses du théâtre. Donc j'ai repris les cours de théâtre, j'ai pu vraiment aller dans ma passion. Et j'y suis même allé à un point où donc j'ai eu même 2 troupes en même temps, et j'ai donné quand même pas mal de représentations dans les communes, et j'ai pu me rendre compte que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, que j'adorais le théâtre, j'en étais passionné, et j'adore me produire sur scène. D'ailleurs, je vous donnerai des dates dans un prochain podcast pour ceux qui seraient dans la Loire et qui auraient envie de venir me voir, parce que je vais jouer au mois de février. Mais j'adorais ça, mais pas au point d'en faire mon métier, quoi. Je m'en suis rendu compte que c'est pas la vie que j'avais envie de mener. Une vie de comédien, c'est travailler tous les soirs, c'est se coucher hyper tard, c'est se lever tard du coup. C'est pas une vie qui me correspond. Et même si je suis passionné de ça et que j'adore jouer, en fait, je me verrais pas faire ça tout le temps, quoi. C'est trop de contraintes que je veux pas. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai fantasmé cette carrière de comédien pendant plus d'une dizaine d'années. Ça devait être entre 2002 et 2014 jusqu'à ce que je reprenne. J'ai fantasmé ça vraiment en l'idéalisant à fond, quoi, en me disant mais c'est génial, c'est ma vie. Et en fait, pour l'avoir pratiqué, je me suis rendu compte que ça me passionnait, que j'adorais ça, mais que je voulais pas résumer ma vie et ma carrière à ça. C'est pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Ça, ma famille passe avant, il y a plein d'autres choses qui passent avant. C'est pas ce que je voulais faire. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avoir été trop raisonnable, le risque, c'est que j'ai perdu du temps. Parce que j'ai passé 10 ans, 15 ans à fantasmer là-dessus, alors que, mettons que j'aurais vraiment suspendu mes études à l'époque. Je serais parti. J'aurais essayé de le faire 1 an à l'époque. Je me serais rendu compte au bout d'1 an que c'était pas ce que je voulais faire. Je l'aurais gardé en loisir et c'était classé, quoi. Affaire classée, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et à la place de ça, j'ai fantasmé ça pendant des années, des années et des années. Euh, et ça, quand on est là-dedans, on est dans une sorte de nostalgie en plus. On s'imagine plein de choses, on rêve, alors que j'ai pas mis un pied à l'étrier, quoi. J'ai fantasmé ça pendant 15 ans sans pratiquer le théâtre. C'est quand même assez incroyable. Et du moment où j'ai vraiment repratiqué, repris mes cours, repris 2 troupes en même temps et commencé à me produire partout, je me suis rendu compte que c'était qu'un loisir. Donc pour moi, le risque d'être raisonnable, puisqu'à l'époque j'ai été raisonnable, c'est qu'on perd du temps, quoi. On perd du temps. Si j'avais fait tout de suite ça pendant 1 an, l'affaire était classée. Je pense qu'aussi on perd des opportunités. On perd des opportunités parce que si j'avais suspendu mes études pendant 1 an, le monde ne se serait pas arrêté de tourner, la Terre ne se serait pas écroulée. Je les aurais repris 1 an après, j'aurais vu que c'était pas pour moi. Et du coup, pendant les 15 années d'après, j'aurais peut-être consacré mon énergie à démarrer l'immobilier plus tôt, ou à faire d'autres choses, à essayer d'autres choses, à vraiment essayer. Et j'aurais peut-être eu plus d'opportunités. Et ce que je peux dire, c'est que être raisonnable ne fait pas le bonheur. Parce que pendant ces 10 ans où j'ai traîné ça, en me disant je passe à côté de ma vie, je passe à côté d'une carrière, ma foi, j'étais pas heureux, quoi. Ça me rendait pas heureux de me dire ça. J'aurais mieux fait d'aller pousser la porte d'un cours de théâtre, ou même faire une année de césure dans le boulot, n'importe quoi. À l'époque où j'avais pas encore une famille, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Et au moins j'aurais vu. Essayer, c'est voir. C'est pour ça qu'il faut pas être trop raisonnable, je pense. Ensuite, la prochaine question que je me suis posée, c'est pourquoi les gens sont de plus en plus raisonnables. Ça, c'est une question importante parce qu'on le voit autour de nous. Les gens sont vraiment en moyenne très raisonnables, puisque être raisonnable, c'est être moyen. Et j'avais vu dans un podcast de mon pote Rudy, du podcast Leadercast, qui disait que la moyenne, c'était à peu près 67% des gens. Et ça, c'est énorme. Donc si on part de ce postulat-là, on se dit que 67% des gens sont raisonnables, puisqu'ils sont moyens. Et pourquoi on est raisonnable? Pour moi, c'est parce qu'on nous matraque ça depuis qu'on est gamin, quoi. Quand vous avez eu la même enfance que moi, sûrement, et vous avez toujours entendu « mais sois raisonnable, sois raisonnable ». Et quand on vous matraque ça depuis que vous êtes petit, ça vous rentre dans le crâne, quoi. Tous les gamins ont entendu ça, sois raisonnable, sois raisonnable. Et pourquoi les gens sont aussi plus raisonnables? Parce que je pense que c'est commode aussi, puisqu'on agit selon le bon sens, en fait. On l'a vu dans la définition, la première définition tout à l'heure. Quelle est la définition d'être raisonnable? C'est qui pense, agit selon la raison, le bon sens. Mais le bon sens, il est dicté par qui, le bon sens?
il est dicté par la moyenne, quoi. Par la moyenne des gens. Donc, voilà, quand on agit selon le bon sens, on prend aucun risque. Voilà. C'est pour ça que les gens sont de plus en plus raisonnables. En agissant selon la moyenne, on ne prend pas de risque, on est raisonnable. Et pourquoi? Parce qu'on a peur de se rater. Les gens, ils ont vraiment une trouille bleue de se rater. Et surtout, surtout en France. Puisque quand vous essayez d'entreprendre en France, on vous attend au tournant. C'est un truc de fou. Quand on a monté notre société AB Invest, on va pas dire de non. Il y a peut-être des gens qui écoutent ce podcast. Il n'y a aucune rancœur, mais il y a des gens qui nous attendent au tournant. C'est un truc de fou. Dès qu'on entreprend, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on essaye d'aller de l'avant, vous aurez toujours autour de vous des gens qui vous attendent, qui attendent à ce que vous vous cassiez la gueule. Alors, heureusement, hein, et grand Dieu, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui sont bienveillants et qui sont là pour vous soutenir dans vos entreprises. Encore heureux. Mais la France, c'est vraiment ça, puisqu'il y a plein de gens qui sont englués justement cette moyenne, les gens raisonnables, englués dans leur quotidien. Et quand ils voient quelqu'un qui commence à ne pas être raisonnable, à prendre des risques, ils l'attendent au tournant. Et puis s'il se plante, pour se rassurer quoi. Ah voilà, je me l'étais bien dit que son truc ça marcherait pas. Ah, je me l'étais bien dit qu'il avait tort de faire ça. Tout ça pour se rassurer soi-même de ne pas agir et de ne pas poursuivre ses rêves. Et du coup, les gens raisonnables, ils se contentent du médiocre, quoi. Ils visent pas assez haut. Et c'est ça qui, je trouve, est fou, c'est que de ne pas vouloir prendre de risques, en fait, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se rater, les gens préfèrent ne pas avoir d'objectif, préfèrent rester raisonnables, voilà, ne pas aller dans le chemin de leurs rêves, justement pour ne pas risquer de se planter. Il y a un dicton qui dit, voilà, visez la lune, vous finirez dans les étoiles. C'est imagé, mais c'est tellement vrai, et c'est tellement quelque chose d'important de viser haut, pour peut-être, même si on n'atteint pas tous les paliers, au moins on fait un chemin vers ses rêves. Il y a aussi une autre chose qui fait que les gens sont de plus en plus raisonnables, c'est que c'est hyper dur de savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que pour savoir ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on aime, il faut tester énormément de choses. Et ça, c'est super dur de tester parce que souvent, dans le modèle vraiment actuel, on finit ses études, tout de suite, mais voire très rapidement, on se met en couple, très rapidement, on achète une maison, très rapidement, on trouve le sacro-saint CDI magique, et ensuite, voilà, on a 25 ans et la vie, elle est cadrée. On a un crédit sur le dos, on a un CDI, qu'on a souvent, on a acheté une maison avec les capacités des deux du couple, donc il n'y en a plus aucun des deux qui peut lâcher son boulot, et là on est cuit, et on ne peut plus rien essayer, on peut plus rien, on ne sait pas ce qu'on aime, il faut tester beaucoup pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Et depuis gamin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on nous dit sois raisonnable, on nous serine avec ce qu'on doit faire, mais pas avec ce que l'on aime faire. Et ça, c'est très compliqué, on le voit même à l'école, dans le système scolaire, je le vois pour mes enfants, et je le vois pour plein de choses. C'est vraiment très 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 récent où on commence à mettre les passions et les capacités des enfants en avant. Mais jusqu'à il y a encore quelques années, et à l'époque où on était nous, c'est vraiment une usine où on vous forme à apprendre, apprendre, apprendre. Alors le système scolaire n'a pas que des défauts non plus, mais on ne met pas en avant les capacités de l'enfant. On force à gober un programme, peu importe que vous soyez doué dans un domaine ou dans un autre, on s'en fiche, on produit des élèves, des individus moyens en fait. On produit la moyenne, moi je pense. Et si vous avez envie d'avoir une vie qui soit un peu plus en adéquation avec ce que vous avez au fond de vous, une vie où vous ne serez pas raisonnable, il faut faire une vie où vous faites ce que vous aimez. C'est super important. Il y a deux options, quoi. C'est soit être raisonnable et rentrer dans le rang. Donc, on l'a vu, enfin, je ne veux pas me mettre des gens à dos, mais c'est vraiment un schéma, hein. Voilà, la maison, le petit pavillon, le chien, le CDI. C'est vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. Moi aussi, j'habite une maison. Bon, j'ai pas de chien, mais moi aussi, j'habite une maison avec ma famille. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous voyez très bien où je veux en venir quand je dis être raisonnable, c'est vraiment abandonner vos passions, quoi, vous ranger. Et la deuxième option, c'est de faire ce qui vous plaît. Voilà. Mais le plus dur étant de trouver ce qui vous plaît. Parce que pour trouver ce qui plaît, faut tester plein de choses. Et ça, c'est pas facile. Si on l'a pas fait quand on était plus jeune et qu'aujourd'hui on a une famille, un crédit, un CDI, une maison, c'est très très difficile d'essayer plein de choses. D'une part parce qu'on manque beaucoup de temps
Et d'autre part, parce qu'on a une responsabilité d'une famille. On ne peut pas lâcher son boulot comme ça du jour au lendemain. Et puis essayer de, si on a toujours rêvé d'être rockstar, essayer de devenir rockstar comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on est raisonnable. Moi, ce que je pense et ce dont je fais la promotion au quotidien, bah, c'est justement l'investissement parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette liberté pour faire plein de choses. Tout à l'heure, je parle du pavillon, du chien, de la maison, du couple. J'en parle parce que je connais, parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi. J'ai été très rapidement en ménage, j'ai été très rapidement avec des gros crédits sur la tête pour une maison, pour une voiture, et j'ai tout de suite vu le piège de la rat race très 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 rapidement, et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à m'en échapper. Et justement, c'est pour ça que je peux en parler. Et la raison qui m'a aidé, qui a permis que je puisse trouver ce qui me plaisait, ben, c'est justement de pouvoir quitter cette rat race, quitter mon job grâce au revenu passif. On revient un petit peu sur vraiment le thème premier de ce podcast, qui est la liberté. Mais quand vous êtes plus jeune, ben, si vous n'avez pas encore fondé de famille ou vous n'avez pas encore de boulot, ben, vous pouvez essayer tout ça. Ça coûte pas cher de voyager, ça coûte pas cher d'essayer plein, plein, plein de choses. Et pour moi, dans l'idéal, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Quand vous êtes jeune, que vous n'avez pas de responsabilité, vous pouvez vous permettre de ne pas être raisonnable, justement, de faire plein de choses. Et si vous testez plein de choses, vous allez sûrement découvrir la chose qui vous plaît dans la vie. Mais quand vous n'avez pas fait les choses dans ce sens-là, quand vous avez été raisonnable, plus jeune, et que vous vous retrouvez dans la trentaine, dans une vie qui ne vous satisfait plus, avant de tout foutre en l'air quand vous avez une famille, ben déjà commencez par l'investissement, dégagez-vous des revenus passifs, et le jour où vos revenus passifs couvrent vos dépenses, alors à ce moment-là, ben, vous avez de nouveau la chance de ne pas être raisonnable, la chance que vous avez, on va dire entre guillemets, laissé passer quand vous étiez plus jeune. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment super important pour pouvoir trouver ce qui plaît par la suite. Je le vois cette année, c'est la première année, donc, enfin l'année, cette année c'est déjà passé à une vitesse, mon Dieu, on est en 2020, mais l'année 2019, c'était ma première année vraiment en dehors de la rat race, et j'ai fait des choses incroyables. J'ai testé le parapente, quelque chose que je voulais tester depuis des années. Je me suis découvert vraiment, je n'irai pas jusqu'à dire une passion, mais en tout cas un plaisir immense de voler dans le ciel, c'était fantastique. Et ça faisait des années que je voulais le faire, et j'étais pas capable de trouver une semaine en dehors des vacances, puisqu'à l'époque, mon entreprise fermait 5 semaines par an, et ces 5 semaines-là, j'étais avec mes enfants, c'était plié, quoi. Pour les 40 prochaines années, je ne pouvais pas faire de parapente, à moins de sacrifier une semaine de vacances quand mes enfants étaient en vacances et j'aurais pu être avec eux. Et ça, c'est des choses que je voulais plus. Je voulais avoir le plaisir de trouver ce qui me plaisait dans la vie. Et justement, ben, c'est pas raisonnable, ça. C'est pas quelque chose de raisonnable. Et c'est pour ça que c'est bien. Alors donc, je me suis ensuite posé la question de est-ce que c'est un problème d'être raisonnable? Est-ce que justement mener une vie raisonnable, est-ce que c'est un problème après tout? Une vie vraiment moyenne. Bon, vous connaissez la réponse, hein. Pour moi, c'est un gros gros problème. C'est trop dommage parce que quels que soient les rêves, tout le monde a des rêves. Tout le monde a des rêves. Et moi, je suis pas ici pour juger la qualité des rêves des gens. Ça serait vraiment odieux de faire ça, et c'est pas du tout ça, puisque tout le monde, les rêves de n'importe qui sont super, puisque c'est vos rêves. C'est ça qui compte en fait. C'est tout. Et quand vous les accomplissez pas, quels que soient vos rêves, hein, si vos rêves c'est d'avoir un petit pavillon dans la campagne, ou si votre rêve c'est de voyager, je sais pas, 3 semaines par an à Paris sur les grands boulevards pour aller voir des pièces de théâtre, peu importe ce rêve, il y a toujours un prix à payer pour chaque rêve, mais si vous l'accomplissez pas, c'est trop dommage. Donc c'est énorme, bien sûr que c'est un gros problème d'être trop raisonnable. Pour moi, ça fait des générations de dépressifs, et on le voit bien. La France, on est un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Et même moi, je m'en souviens au plus fort de la rat race, quand ça n'allait pas du tout, j'ai eu des gros soucis de cervicale. J'ai eu 2 hernies qui m'ont vraiment cloué au lit pendant 2 mois. Et j'allais encore bosser. Je prenais beaucoup de cachets de cortisone à l'époque et des antidouleurs, vraiment. Je suis passé à 2 doigts de l'opération et c'est un kiné de Lyon qui m'a sauvé la vie. Et on me donnait même pour me détendre du Valium. Enfin, ça s'appelait du diazépam à l'époque. Et donc, à la fois, c'est quelque chose qui détend les muscles, qui me faisait du bien, justement, puisque tout mon cou était contracté à cause de ces hernies, mais c'est aussi un antidépresseur. Et ça, je ne le savais pas, et quand je l'ai pris, j'ai commencé à comprendre, effectivement,
non seulement j'avais plus de soucis, mais j'avais plus de rêves non plus. C'est quelque chose qui vous transforme en zombie. Et en France, on en donne énormément, énormément, et ben oui, ça permet aux gens d'accepter leur situation quand ils vont pas, mais ça fait aussi taire les rêves. Et on le voit bien, puisqu'on consomme autant d'antidépresseurs en France. Je pense qu'être trop raisonnable, quand on a des rêves, ça finit souvent avec des antidépresseurs, et c'est vraiment, vraiment pas bien. Enfin, forcément que c'est pas bien, ça va sans le dire. Mais je pense qu'il y a vraiment un lien entre ça. Alors l'autre question que je me suis posée, c'est carrément l'extrême inverse. Faut-il n'être pas du tout raisonnable? Alors, raisonnable par rapport à quoi? Ben, raisonnable par rapport au bon sens commun, donc par rapport à la moyenne. Eh ben oui, moi je pense qu'il ne faut pas être raisonnable. Bien sûr qu'il ne faut pas être raisonnable. Alors, attention, on va voir la petite nuance que je trouve, mais ne pas être raisonnable, ça veut dire quoi? Ben, comme on en parlait tout à l'heure avec Aristote et sa générosité, ou son courage, c'est là où vous placez le curseur. Si le courage, c'est la moyenne, si tout en bas, eh ben, c'est la lâcheté, et tout en haut, c'est la témérité, peut-être qu'on peut trouver un curseur entre le courage et la témérité, par exemple. Donc je vais prendre l'exemple d'un investissement en bourse. Si vous vous tenez hors de la bourse et que vous restez sur le livret A, le placement préféré des Français, hein, la moyenne, si vous restez vraiment dans le livret A, ben vous allez faire, je crois que c'est 0,5% par an, ça couvre même pas l'inflation, vous perdez de l'argent tous les mois et toutes les années. C'est n'importe quoi. Mais si vous allez en bourse, si vous faites all-in sur une action qui, juste parce qu'elle a monté le mois dernier, là, c'est pas du courage, c'est de la témérité, c'est n'importe quoi. Si c'est pour faire ça, laissez-les sur le livret A. Mais si vous vous formez, que vous décidez d'investir peut-être dans un ETF monde, un produit boursier qui réplique l'indice mondial, qui, lui, d'expérience, monte depuis 100 ans. C'est pas complètement stupide. Il y a un risque quand même, parce qu'il peut y avoir une crise demain, ça finira toujours par remonter, on a quand même un peu d'expérience dessus, mais il y a un risque. Mais bon, c'est pas raisonnable non plus, c'est pas totalement raisonnable, mais c'est pour ça que ça peut marcher. En IMO par exemple. Ce qui est raisonnable, c'est de faire comme tout le monde, c'est de faire comme la plupart des gens, c'est d'acheter un studio meublé étudiant, d'en faire un, et puis de se dire qu'on aura 300 euros pour la retraite qui vont tomber tous les mois. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a souvent autant de charges et qu'à la fin, il en sort rien du tout. Non, alors après, ce qui peut être pas raisonnable, eh ben, c'est de commencer à acheter un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, cinq biens, peut-être jusqu'à 10, 20, il y en a qui en ont bien plus que ça. Un peu accumulé, quelque part, il y a du risque. Vous allez prendre des crédits, vous allez vous engager. C'est pas raisonnable, mais c'est ce qui vous permettra à terme eh ben, d'atteindre la liberté financière et d'être libre de votre temps, de pouvoir faire un petit peu plus ce que vous voulez que si vous êtes coincé dans un bureau de 6 heures du matin, enfin de 8 heures du matin à 6 heures du soir, avec une pause de 2 heures le midi où vous êtes trop loin de chez vous et vous la passez à regarder des conneries sur Internet en bouffant un sandwich dégueulasse. J'exagère un peu, hein, mais je peux me permettre de le dire parce que je l'ai fait. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est ben voilà, il y a une différence entre prendre des risques et faire n'importe quoi. Si demain vous allez acheter l'immeuble d'à côté parce que c'est votre voisin qui le vend, qui voit que vous y connaissez rien et qui vous le vend deux fois le prix, vous avez pris un crédit et que les loyers couvrent même pas le crédit, là vous allez faire des grosses, grosses, grosses bêtises. Et ça, c'est de la témérité, c'est n'importe quoi. C'est pas du courage, c'est même pas entre les deux. Mais c'est pas, voilà, mais le faire d'une façon sensée, c'est pas raisonnable non plus. Donc, faut trouver un petit peu le juste milieu. Puis tout à l'heure, on a aussi parlé de la passion. Il faut le faire dans un domaine qui vous intéresse. Si l'immobilier, ça vous gonfle au plus haut point, que vous détestez ça, n'en faites pas. Même si c'est un super levier pour réussir, n'en faites pas. Si la bourse, ça vous fait peur, vous détestez ça, et puis même si ça vous fait pas peur, mais ça vous intéresse pas, n'en faites pas non plus. Idem pour l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà, moi je le dis aussi, je le fais moi parce que c'est ce que j'aime le plus. J'ai été employé 6 mois dans ma vie et j'ai détesté. J'ai toujours été entrepreneur et j'ai toujours aimé ça, mais c'est pas non plus pour tout le monde. Et il y a des gens qui vont être salariés dans un domaine qui les passionne. Moi j'ai travaillé avec des gens dans mon passé, des gens qui étaient salariés, qui faisaient excessivement bien leur boulot parce qu'ils étaient totalement passionnés de ce qu'ils faisaient. Tous les jours, ils accomplissaient leur passion en fait dans leur boulot. Alors ils auraient aussi pu le faire en étant entrepreneurs. Eux, ils avaient choisi la voie du salariat, mais ils étaient passionnés de ce qu'ils faisaient. Donc peu importe qu'on soit salarié ou patron, tant qu'on passe sa journée à faire ce qu'on aime.
Moi, je dirais quand même toujours que c'est mieux de le faire à votre compte, parce qu'au moins vous travaillez pour vous, vous ne le travaillez pas pour le rêve d'un autre. Mais tout de même, en tout cas, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Tout ça pour revenir sur ce que je disais, que voilà, ben, en tout cas, c'est bien parfois de ne pas être raisonnable. En tout cas, c'est bien de ne pas être raisonnable si on veut réussir dans la bourse ou dans l'immobilier. On ne peut pas toujours être raisonnable. Il faut prendre des risques. Mais ne pas être raisonnable, ça ne veut pas non plus dire faire n'importe quoi. Si demain je vous donne, vous gagnez 1 million d'euros, bon ben, être raisonnable, c'est ne rien dépenser ou vous offrir une voiture, une piscine et y mettre sur un livret A. N'être pas raisonnable, eh ben, c'est investir ce million un petit peu en bourse, un petit peu sur les crypto-monnaies, beaucoup sur l'immobilier et le faire fructifier en 3 ans en 2 millions. Ça, c'est n'être pas raisonnable. Et faire n'importe quoi, c'est aller au casino et puis mettre tout à la roulette sur le rouge. Voilà. Donc bon. Et après, je pense aussi que parfois, on peut faire des dépenses qui sont pas raisonnables du tout, mais qui vous engagent pour la suite et qui peuvent vous donner une direction. Je vais prendre un petit exemple où moi, il y a quelques années, justement quand j'étais à fond dans la rat race, j'ai fait construire une résidence secondaire. Et à l'époque, c'était pas vraiment raisonnable. Elle allait me coûter trop cher dans mon budget par rapport à mon salaire, par rapport à ce que je gagnais. Et je m'en suis vite rendu compte quand il a fallu que je paye une taxe d'habitation en plus, une taxe foncière en plus, de l'électricité, du chauffage, de l'eau, de toute une maison, une assurance. Je me suis rendu compte après coup de ce que ça coûtait. Je m'en étais pas rendu compte. Et je me suis dit, c'est pas raisonnable. Après coup, j'étais à fond dans la rat race, pardonnez-moi à l'époque, mais c'était vraiment compliqué. Je n'avais pas pensé à tous ces coûts fixes. Et du coup, ben, c'est par ce biais-là où je me suis dit, mais à un moment, je me suis dit, je ne pourrais pas la garder, il y a trop de charges. Et c'est là où j'ai commencé à la louer sur Airbnb, à en faire des revenus, et même à rendre cet investissement, du coup, non seulement autofinancé, mais rentable. Et je me suis dit que si j'avais pas fait cet investissement déraisonnable, qui n'était pas raisonnable à l'époque, peut-être que je ne serais pas venu à l'immobilier, en tout cas pas de cette façon-là. Donc parfois, quelque chose de faire une chose pas raisonnable, ça vous emmène dans des opportunités. Ça peut être pas raisonnable au départ, mais devenir vraiment une opportunité sur la suite. Donc c'est quand même bien à avoir, à garder en tête. Donc voilà. On approche un petit peu de la conclusion du podcast, mais bon, ce que je peux dire, c'est que ben, vous m'étiez posé cette question à la fin. Peut-on avoir une belle vie en étant raisonnable? Ben, je crois pas. Non, je crois pas. On va avoir une vie simple. Alors, non, pas une vie simple. C'est pas ça. On va avoir une vie plate. Voilà. Une vie plate, une vie sans saveur, une vie morne, une vie sans vague, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour soi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut d'une vie, une vie tranquille, en fait? Est-ce qu'on est venu sur Terre pour être tranquille? On est vraiment la première génération, je crois que je le disais dans un précédent podcast, mais qui n'a pas connu de guerre. Où vraiment le bonheur, c'est la première fois dans l'humanité que le bonheur est une question centrale. Et peut-être, même je me dis des fois par respect pour tous ces gens qui ont souffert à l'époque, qui ont vécu des guerres, qui ne pouvaient pas se poser ces questions-là. Nous, on a la chance de se poser ces questions-là et on se paye le luxe de prendre des antidépresseurs pour justement ne pas avoir à prendre des risques. Ça, c'est trop dommage, c'est trop grave. On n'a pas le droit, quoi. On n'a pas le droit. Et donc, en conclusion de ce podcast, je voulais citer l'excellent Booba, B2O, si tu m'écoutes, qui disait dans une chanson, je veux devenir ce que j'aurais dû être. Et ça, je trouve ça fantastique parce que, bon, on peut dire qu'il y a une faute de concordance des temps, en tout cas une faute de temps. Je veux devenir ce que j'aurais dû être. Mais moi, je trouve que c'est de la poésie, plutôt, puisque on a, dans cette phrase, à l'époque où il l'a écrit, il a conscience qu'il a pris un mauvais chemin, il a conscience de sa valeur, qu'il aurait dû être autre chose, mais il sait que c'est pas trop tard et qu'il peut devenir ce qu'il aurait dû être. C'est beau quand même, c'est splendide, moi je trouve. Bon, c'est pas rappé, hein, là. Bon, j'arrête les raps pendant le podcast. Mais voilà, cette phrase, elle est belle. Et pourquoi j'en parle maintenant dans ce podcast sur être raisonnable? Parce que ça veut dire que c'est jamais trop tard, en fait. Si vous avez été raisonnable jusqu'à présent et que vous avez des rêves, vous pouvez décider demain de ne pas être raisonnable. Et c'est ça qui est cool. Et vous pouvez à chaque moment devenir ce que vous auriez voulu être. Et je trouve que c'est ça le plus grave. Et s'il y avait un truc à retenir de ce podcast, tout à l'heure on disait viser la lune, finissez dans les étoiles, mais si au fond de vous, si votre vie vous convient et que vous êtes heureux, bah c'est parfait. Franchement, remerciez l'univers, vous avez beaucoup de chance. Vraiment.
Mais si votre vie ne vous convient pas, si c'est pas tout à fait ce que vous aviez voulu, ou vous avez des rêves pour vous, vous en avez qu'une de vie et c'est vraiment pas trop tard, quoi. C'est pas trop tard. Je voulais conclure ce podcast sur le fait voilà, de l'histoire du général de Gaulle. Alors là, on saute de Booba au général de Gaulle, et ouais, vous trouverez ça qu'ici, je crois. Mais ça, j'ai entendu ça dans un podcast récemment, et ça m'a énormément, énormément plu, justement. Le général de Gaulle, quand la France a capitulé, lui, il a refusé la capitulation. Il n'a pas reconnu le gouvernement de Vichy, et il a dit, je m'en vais, je refuse la capitulation de la France. Donc il a été condamné à mort, hein, vu qu'il était général. Donc il est parti à Londres. Mais vraiment, à cette époque, il a été seul contre tous. Il n'a pas été raisonnable. À l'époque, en tout cas, hein, la raison, ça aurait été de se ranger, les Allemands avaient gagné, voilà, se ranger au gouvernement de Vichy. Lui, il n'a pas voulu, il a refusé cette capitulation. Il a dit non. Il était vraiment seul et contre tous, il a voilà, été condamné à mort. Il est parti, mais il avait cette conviction intime, seul, que non, que c'était une bataille de perdu, mais c'était pas la guerre qui était perdue. Et il a vraiment été seul à penser ça, il avait cette intime conviction. Et il s'est vraiment comporté en héros. C'est à l'époque, là tout à l'heure on a parlé de trucs ne pas être raisonnable dans sa vie, là il a mis quand même sa vie en jeu, c'était des enjeux qui étaient monstrueux. C'est vraiment été, après on va pas parler de politique, c'est pas ça, mais en tout cas il s'est comporté en héros, en agissant de cette façon-là. Et justement, je voulais faire un peu ce parallèle parce qu'il était voilà, seul contre tous et il a décidé de ne pas être raisonnable. Il n'a pas fait un choix raisonnable du tout. Et à la fin, la raison lui a donné, l'histoire lui a donné raison. Et aujourd'hui, avec le recul, on peut dire qu'il avait fait un choix raisonnable, puisque c'est ce qui a aussi sauvé la France. Donc, quand vous allez avancer dans votre vie, vous allez rencontrer plein de gens. Il y a plein de gens qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est pas raisonnable si vous prenez des risques. Mais j'ai envie qu'on s'inspire un peu du général de Gaulle. Alors c'est, voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais pour vous comporter en héros de votre propre vie, en fait. Voilà, c'est d'avoir le courage de, si vous avez une intime conviction, le courage de la suivre. Moi, quand j'ai lâché mon job il y a maintenant un peu plus d'un an, on m'a dit que j'étais fou. On m'a dit que j'étais fou de laisser un job où j'étais bien payé, voilà, on m'a dit que c'est des choses qui ne se faisaient pas. Mais moi, j'avais l'intime conviction au fond de moi que je me trompais de chemin. Je savais que c'était pas ma route, je savais que c'était pas mon chemin, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Et que j'avais envie d'être vraiment en accord avec moi-même, en fait. En accord avec ce que je pense, en accord avec ce que j'avais envie de vivre. J'avais l'intime conviction que mon chemin n'était pas là. Et aujourd'hui, avec plus d'un an de recul, je me rends compte que j'ai raison, voilà, que mon chemin n'était pas là et que le chemin, je le construis en permanence. Voilà, on parle toujours de ce concept d'impermanence, hein. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, bien entendu. Et au fur et à mesure que on avance dans la vie, tous nos choix sont à chaque fois remis en question puisqu'on a des nouvelles données qui rentrent. C'est un questionnement perpétuel, hein, le pourquoi. Mais voilà, ce que je peux vous encourager, en tout cas, moi, c'est de... Si vous avez une intime conviction au fond de vous, soyez pas raisonnable, quoi. Voilà. Faites pas n'importe quoi, hein. Rappelez-vous la roulette et le casino. C'est pas ce que je vous dis, mais si au fond de vous, vous savez que vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, que vous savez que vous en êtes capable, même si les gens vous découragent autour, allez-y, quoi. Allez-y, comportez-vous en héros de votre vie. Vous en avez qu'une de vie, vous en avez qu'une. C'est à vous d'en faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Voilà. Écoutez, je crois que c'était le mot de la fin. Un petit podcast encore où on sera allé de Booba jusqu'au général de Gaulle. Il y en a qui vont dire que je raconte vraiment n'importe quoi. En tout cas, c'est un podcast qui vous aura plu. Moi, c'est un sujet qui m'a passionné parce que voilà, vous l'avez compris pendant ce podcast, j'ai été très très raisonnable tout le temps. Et souvent aussi, encore aujourd'hui, je suis très raisonnable. Et à la fois, dans d'autres domaines, je ne suis pas raisonnable du tout. Donc, je pense que c'est important de trouver où on veut être raisonnable et où il ne faut pas l'être si on veut avancer vers ses rêves. Et en tout cas, c'est tout un programme. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous avez été content de passer ces 45 minutes avec moi. Je vous remercie de m'écouter encore si nombreux. Vraiment, ça me touche énormément. On est 106 sur SoundCloud. C'est super. Alors n'hésitez pas, là cette semaine vous m'avez mis beaucoup de likes sous le podcast, ça m'aide beaucoup. Les chiffres d'écoute sont en train de grandir. Alors je ne le fais pas du tout pour ça, je le fais avant tout parce que ça me fait plaisir de partager.
Mais voilà, si on peut partager avec encore plus de gens, eh ben c'est tant mieux, puisque plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, si jamais vous voulez mettre un petit commentaire 5 étoiles ou une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment super sympa. Ou vous abonner sur SoundCloud, eh ben ça me fera un grand plaisir. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous remercie encore. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves et je vous souhaite surtout de vivre libre.